Donc, bonjour à tous. Je suis très heureux donc Nicolas Abgral, je suis Startup Manager à la Technopole Unitech à Bordeaux. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui effectivement Anna Pugache, François Van Der Beek et Emmanuel Kini de la société Rebrain. Donc, trois sociétés qui ont été mises à l'honneur notamment par le concours iLab l'an dernier. L'idée aujourd'hui, c'était de témoigner en fait par leur biais du démarrage d'une création d'entreprise et notamment de l'écosystème qu'ils ont pu mobiliser dans leur création. Je vais d'abord donner la parole à Anna Pugache. Effectivement, l'objectif, ça serait aussi d'évoquer avec vous en fait leur passé de chercheurs et comment ils en sont venus en fait à la création d'entreprise. Donc Anna, je vous laisse peut-être nous dire un peu votre parcours avant d'arriver à la création de Touch City. Oui, bien sûr. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Anna Pugache, je suis cofondatrice de Touch City et je suis également CTO de la société. Donc notre société existe depuis 2 ans. Donc en décembre, on va fêter 2 ans. Aujourd'hui, on est 9 et on est en train de recruter 3 autres personnes. Donc pour dire qu'est-ce qu'on fait, on travaille sur une technologie qui permet de transformer tous les matériaux en matériaux sensibles et connectés. Donc, on est capable en temps réel de voir les différents types d'endommagement de matériaux, la fissure des impacts, mais également les tractions, flexions qu'on va exercer sur ce matériau. À quoi ça va nous servir? Ça va nous servir pour plusieurs choses, notamment pour les maintenances prédictives. Donc, on est capable en temps réel de savoir si un avion subit un impact, localiser ces impacts, mais également de savoir s'il faut changer la pièce tout de suite ou pas. Donc, aujourd'hui, on positionne dans le domaine aéronautique, spatial, transport, ferroviaire et industrie dans son ensemble. Donc, pour vous parler un peu d'origine de la société, la technologie qui est au cœur de la société, elle vient de mes travaux de recherche. Donc, j'ai travaillé sur le développement d'une peau artificielle pour les robots humanoïdes dans le but de donner aux robots sens du toucher, durant mon doctorat que je peux réaliser au sein de l'Université des Cergy-Pontoise près de Paris. Et par la suite, j'étais embauchée chez INRIA, ici à Bordeaux, pour continuer mes travaux de recherche et notamment appliquer la même technologie, mais dans un autre domaine, notamment dans le domaine de vêtements connectés, où j'ai travaillé sur les vêtements connectés pour troubles musculo-squelettiques. Peut-être une idée un peu, donc effectivement des travaux de recherche, donc docteur en robotique, un passage par l'INRIA et donc une valorisation par la création d'entreprise qui a eu lieu à quelle période, la création de la société Touch City? On a créé la société fin décembre 2019 parce que durant mon expérience chez INRIA, j'ai pu bénéficier de différents accompagnements, notamment par le service de transfert d'innovation et partenariat chez INRIA, où on a travaillé sur les premières identifications de marché, notamment savoir où notre technologie peut être appliquée, parce que c'est vrai que, je veux dire, avant, je travaillais sur les peaux artificielles, les vêtements connectés, et aujourd'hui, on est plutôt dans les maintenances prédictives. Donc, on a travaillé sur ces aspects. On a également pu bénéficier, grâce à INRIA, de différentes rencontres industrielles et académiques, où on a pu tester le concept, et INRIA nous a mis en contact avec les différents incubateurs. Donc, aujourd'hui, notamment, on est accompagné par Bordeaux Techno-Est. Et donc, grâce à Bordeaux Techno-Est, on a pu continuer à travailler sur les business models, sur les roadmaps techniques, également faire des rencontres industrielles et également de savoir où notre technologie peut être appliquée et suivre des différentes formations. Et je trouve qu'avoir les différentes formations au début, c'est quelque chose d'important. Donc, notamment, on a suivi les formations à la fois juridiques, comptabilité, également les business développement dans son ensemble. D'accord, merci. Merci. Donc on voit un bel exemple effectivement de sociétés issues de travaux notamment avec l'INRIA, portées par des docteurs et donc qui aboutit à une création d'entreprise accompagnée donc par Bordeaux Techno-Ouest. Peut-être je vais passer la main donc à Emmanuel Kuni, donc fondateur de Rebrain. Emmanuel, pareil, même question. Peut-être peux-tu nous dire un peu plus sur la technologie qui est valorisée au sein de Rebrain et nous dire un peu plus sur Rebrain et le démarrage d'activité. Oui, donc moi je suis Emmanuel Cuny, je suis professeur de neurochirurgie au CHU de Bordeaux. Et puis il y a quelques années, j'ai débuté des recherches sur un système qui permet de mieux déterminer les structures du cerveau à traiter pour notamment traiter la maladie de Parkinson ou d'autres maladies neurodégénératives quand on opère ces patients. Et de manière très paradoxale, ces techniques ont plus de 30 ans d'existence et se posent toujours la question de savoir exactement à quel endroit il faut mettre une électrode dans le cerveau pour obtenir un bon résultat. Et donc, ces recherches, c'est un peu l'histoire qu'a raconté Christophe Mull tout à l'heure. On est un peu dans la même situation, c'est des recherches académiques. On a travaillé sur le sujet, j'ai commencé à peu près en 2008. En 2012, il y a eu une première thèse de sciences avec un de mes élèves. En 2015 ou 2018, une deuxième thèse de sciences. Et puis, en 2015, des problèmes mathématiques. Moi, les maths, j'ai arrêté en terminale, donc c'est compliqué. Et donc, des problèmes mathématiques.
et on est à l'université, on discute avec l'INRIA, et de là naît une collaboration avec Nejib Zemzemi. Et puis de cette collaboration, à un moment est né un brevet, enfin une idée de brevet, d'où la SAT, le brevet, et puis la valorisation du brevet, parce que la première chose qu'on vous dit à la SAT, les brevets c'est bien mais ça coûte cher, et donc il faut les valoriser, il faut en faire quelque chose. Et de là est arrivée une réflexion qui a abouti à la création d'une start-up. Et donc avec Nejib, nous avons cofondé Rebrain, qui maintenant commercialise ces systèmes d'intelligence artificielle qui permettent de déterminer les positions des structures du cerveau à traiter. Merci Emmanuel. Donc, Manuel, neurochirurgien, associé effectivement à un chercheur en mathématiques de l'INRIA, qui en viennent effectivement à valoriser un brevet déposé par la SAT Aquitaine Sciences Transfert, donc dans le cadre d'une création d'entreprise. On viendra tout à l'heure aussi sur l'incubateur Chrysaline qui a pu vous accompagner au démarrage et de voir un peu la continuité dans l'écosystème effectivement pour l'accompagnement des startups au démarrage. Il me reste à présenter François, donc François Van Der Beek. Effectivement, François, pareil, même question. Je te laisse présenter un peu le parcours et l'origine de la technologie d'Atoptima et peut-être dire quelques mots sur Atoptima et où vous en êtes actuellement. Je vais commencer par vous décrire un peu l'activité d'Atoptima. Donc, on est un éditeur de logiciels. On produit des logiciels pour l'aide à la décision qui sont basés sur des technologies d'optimisation mathématique. Donc, avec des domaines d'application essentiellement en logistique, mais la logistique au sens large, que ce soit les tournées de maintenance, les tournées de livraison, l'hospitalisation à domicile, tout ce qui nécessite une organisation des ressources. Donc, notre but, c'est d'aider les entreprises à faire plus avec moins en utilisant au mieux leurs ressources. Et donc, c'est ce parcours qui m'a amené là, c'est en fait, cette spin-off, pour moi, c'est un peu l'aboutissement de ma carrière de chercheur. Je suis parti dans ce projet-là avec des gens de mon équipe de recherche et aussi avec l'aide de quelqu'un qui a fait une école de management pour épauler tout ce côté-là qu'on n'avait pas. Et donc, ça a démarré avec... donc, j'ai commencé ma carrière un peu comme un chercheur solo dans sa tour d'ivoire à MIT, l'Université de Cambridge. Et puis, je suis venu à l'Université de Bordeaux. On a créé une équipe CNRS. Et quand INRIA est venu s'installer à Bordeaux, là, ça a donné vraiment un coup de boost parce qu'on a appris à travailler en équipe avec des personnes qui avaient des compétences complémentaires et on a constaté que la somme des unités donnait plus que ce qu'on aurait pu produire individuellement. Donc ce travail en équipe a été essentiel et c'est ce modèle-là qu'on met en place maintenant dans la start-up. Et alors on avait beaucoup de contacts industriels aussi grâce à INRIA qui nous poussait dans le dos à essayer de faire en sorte que nos technologies soient adoptées dans le milieu industriel. Mais malgré tout, pour parler des motivations, parce que c'était une question que nous posait Nicolas, donc il resterait quand même une frustration de voir que tous ces beaux projets industriels restaient le plus souvent sur l'étagère. Donc on a pu se rendre compte à quel point il y avait un besoin dans l'entreprise, mais pour autant, pour que ce qu'on produit puisse vraiment passer en opérationnel, il faut pousser l'effort plus loin, il faut rendre cette technologie accessible. Ça demande de la déposer sur le cloud, d'entretenir des logiciels de super qualité, assurer un service support, l'interfacer avec les bases de données, et notamment dans notre cas des problèmes de tournée, il faut les données géographiques, de localisation géographique. Et donc tout ça, c'était quelque chose qu'on peut mieux faire au sein d'une start-up qu'on pouvait le faire au sein d'une équipe de recherche à l'université. Et donc c'est dans cette motivation-là qu'on s'est lancé sur ce projet. Merci François. Donc on voit bien effectivement ton activité notamment au sein de l'Institut des mathématiques de Bordeaux, au sein de l'INRIA. Et donc la volonté en fait d'aboutir à un projet industriel à partir de ces travaux de recherche. Donc vous voyez bien effectivement dans le témoignage, dans le panel effectivement des 3 sociétés qui témoignent cet après-midi, effectivement la diversité issue d'une unité mixte de recherche du CNRS, issue de travaux aussi en lien avec le CHU ou en lien avec l'INRIA. Voilà, donc c'est pour aussi bien témoigner de la capacité ou de la possibilité de créer des entreprises à partir de travaux de recherche publique. La suite de l'intervention, voilà, je voulais proposer en fait aux intervenants de préciser un peu justement, de mettre en avant les acteurs qui ont pu les accompagner et puis peut-être glisser quelques conseils aux docteurs ou au personnel de recherche qui veulent créer une entreprise ou aussi aux dirigeants d'entreprise qui sont là sur leur parcours. Donc peut-être je vais commencer par Anna pour, voilà, peut-être on a commencé à parler de Bordeaux Techno-West tout à l'heure. Voilà, quels sont effectivement les acteurs, les financements que vous avez pu mobiliser en fait au démarrage de l'activité de votre entreprise?
C'est ça. À part les INRIA et Bordeaux Techno-Est que je viens de citer, bien évidemment, on a eu des autres acteurs qui nous ont permis de développer notre société au début. Donc, à savoir, on a également accompagné par Airbus Développement grâce à un concours qu'on a participé encore en tant qu'un projet. Donc, c'était la société PAI créée. Et c'est grâce à ce concours, au final, on a décidé de se lancer parce qu'on a pu identifier que derrière, il y avait un réel besoin industriel et qu'aujourd'hui, notre technologie peut être accueillie. Et donc, Airbus Développement nous accompagne sur tout ce qui est aspect de business, notamment identifier les cas d'usage dans les domaines aéronautique spatial. On a également pu bénéficier des différentes aides à travers la BPI France et la région sous forme de subventions. Ces subventions nous permettent à la fois de mieux comprendre notre marché, parce que grâce à ces subventions, on a pu financer toutes des marchés qui étaient réalisés par cabinets privés, qui nous permet de mettre en évidence 9 segments des marchés où notre technologie peut être acceptée. On a également pu utiliser ces subventions pour continuer notre développement R&D et proposer les premiers prototypes adaptés à notre marché identifié. D'accord. Donc merci, on voit bien effectivement la possibilité de mobiliser rapidement, mais il y a une table ronde cet après-midi, enfin vers la suite, qui sera dédiée au financement. À la fois, on voit bien un financement public avec BPI France et puis la région Nouvelle-Aquitaine, notamment un service start-up qui finance les projets. Effectivement, la possibilité aussi, on en reviendra peut-être tout à l'heure sur la partie levée de fonds. Vous avez dû mobiliser effectivement des fonds. Et il me semble aussi que vous souhaitiez en fait notamment évoquer ce volet-là, notamment de constitution du capital au démarrage. C'était un des points que vous vouliez mettre en avant lorsqu'on avait pu faire la préparation de ce rendez-vous. C'est ça. En effet, j'ai quelques conseils à vous donner par rapport aux levées de fonds, parce que Touch City est une société qui a réalisé une levée de fonds il y a quelques mois, plus que d'1 million d'euros. Et donc, notamment, un des conseils que je pourrais donner aux personnes qui se lancent dans les aventures, c'est notamment de pouvoir rassembler pas mal de capitaux au démarrage. Pourquoi? Parce que dès que vous avez des capitaux, vous pouvez déclencher des différents leviers, notamment les financements, les subventions que je viens de citer par la région et BPI France. Vous pouvez aussi également pouvoir recruter les quelques personnes, ce qui d'ailleurs qu'on a fait. C'est grâce à les capitaux propres qu'on a pu recruter les 3 personnes pendant la première année et tenir ce développement. Et surtout que vous pouvez être très à l'aise pendant les négociations avec des investisseurs, ce qui aujourd'hui il reste un point très important quand on fait des premières levées de fonds. D'accord, merci. Alors, peut-être pour poursuivre, effectivement, on était resté, Emmanuel, sur la valorisation du brevet et donc votre entrée, du coup, dans le cadre de l'incubateur Chrysalink. Voilà, donc, peux-tu nous en dire un peu plus sur, effectivement, l'entrée dans Chrysalink et puis ensuite, effectivement, la mobilisation de financement ou de partenaires au démarrage de l'activité de Rebrain? La vraie question qui se pose, c'est quand on arrive... Enfin, on n'arrive pas à la SAT. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on s'est dit on va breveter, il a fallu faire des études de brevetabilité, etc. Et c'est la SAT qui s'occupe de ça. Et à ce moment-là, il y a vraiment un moment où on se trouve à un croisement des chemins. On fait quoi avec ça? On peut très bien licencier ça à une entreprise qui existe déjà et qui connaît, ça se fait très bien et ça ne pose pas de problème. On peut très bien se dire, oui, mais moi, ce n'est pas mon métier. Et puis, il y a des gens qui font ça très bien, de développer des startups. Et donc, finalement, confier le bébé, entre guillemets, à des gens qui vont développer ça. Et puis, soit rester un peu à distance dans un conseil scientifique ou un autre chose comme ça. Et puis, on peut aussi, à un moment, se dire, eh ben, moi, j'ai envie d'aller plus loin. Parce que ce que tu as dit est très vrai. C'est quand même très étonnant d'aller encore plus loin que la publication, l'invention, etc. Et de voir comment est-ce qu'on passe de quelque chose qu'on a pensé à un vrai produit commercial. Et donc c'est là que tout l'incubateur, notamment l'incubateur Chrysalink, prend tout son sens, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, à apprendre, parce que quand même le business, c'est pas inné non plus. Et donc c'est là qu'on est très entouré et très accompagné. Alors on a parlé des problèmes de financement, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des problèmes humains derrière. Et je veux dire, moi j'ai bénéficié d'un énorme coup de bol, c'est Negib. Negib, je l'ai rencontré par hasard à l'INRIA, on a travaillé ensemble et très vite on s'est rendu compte qu'on était alignés dans nos objectifs. Et donc il y a une équipe au départ qui est très soudée, qui sait exactement où elle va aller d'un point de vue stratégique. Et à ce moment-là, c'est aux acteurs qui sont autour de s'aligner sur notre stratégie et pas l'inverse. Et ça, je crois que c'est très important. Et puis, la SAT y a cru, elle a mis de l'argent au départ, et la maturation de la SAT, ça a été un élément extrêmement important qui nous a permis d'aller beaucoup plus loin dans la vision stratégique à long terme. Et puis après l'incubation Chrysalink, et ben maintenant on est à Unitech et on continue
à réfléchir sur les aspects marché, le développement international. Notre marché, il est d'emblée mondial, parce que le marché français, il est tout petit, hein. C'est 500 patients par an, donc c'est tout petit. C'est pas un marché, pour faire simple. Donc il est d'emblée mondial. Et donc pour ça, on a encore besoin d'être beaucoup accompagné, parce que c'est pas non plus naturel de partir sur le marché américain, de partir sur le marché indien ou japonais. Merci Emmanuel, en tout cas, pour voir la continuité effectivement d'accompagnement qu'il peut y avoir entre les différentes structures, l'écosystème bordelais. Peut-être François, même question. Quels sont les acteurs qui ont pu soutenir le démarrage de Atoptima, et peut-être des conseils que tu souhaiterais apporter aux chercheurs, aux docteurs, aux futurs dirigeants d'entreprise qui souhaitent créer une start-up? Très bien. D'abord, je rebondis sur ce qu'Emmanuel disait. Donc, c'est vrai qu'en termes, je présentais ce projet de spin-off comme un peu un aboutissement, puisque les chercheurs, effectivement, ont dans le sens de vouloir faire en sorte que leur recherche ait un impact. Et donc, et pour ça, il faut rendre ces technologies accessibles. Et donc, c'était aller au-delà des publications, effectivement, et pouvoir mettre cette technologie dans les mains de ceux qui en ont vraiment besoin, quoi. Alors effectivement, dans ce projet, on a été bien aidé dès le début. Donc d'abord avec la cellule Valo de l'université Antoine Bouteilly, on a essayé d'examiner toutes les solutions. Puis avec INRIA, puisqu'on était une équipe projet INRIA, avec Laure qui est ici, Laure Haït, qui nous a tout de suite mis en contact avec son ami à Unitech. Et donc ça a facilité la mise en relation qui fait que Unitech nous a adoptés et a accepté de nous accompagner avec toute la formation qu'on a reçue à Unitech. Donc au départ, notre projet, c'était pas évident parce que en fait, il y a des carcans qui sont prévus pour la valorisation. Donc on a parlé de brevets avec Emmanuel, nous c'était pas notre cas. On peut aussi valoriser un logiciel, mais notre difficulté aussi, c'est que quand on valorise un logiciel, ça doit être déterminé d'après l'organisation de la valorisation pour un domaine d'application particulier, alors que nous, on est vraiment multidomaine au sens où on touche à un problème de logistique, mais en même temps, on va toucher à l'emploi du temps des personnels pour mettre des personnes dans les véhicules ou l'organisation de l'intralogistique d'un dépôt ou plein de questions annexes. Et donc, c'est une variété de domaines d'application qu'on va toucher. Et ce n'est pas un logiciel finalement, puisque les logiciels qui ont été développés en recherche ces 20 dernières années, enfin je veux dire au cours d'une période de 20 ans, sont devenus un peu obsolètes. C'était du prototypage en quelque sorte. Et donc il faut passer à des nouveaux langages et remettre en place une nouvelle plateforme. Donc on n'a ni pu valoriser un brevet, ni pu valoriser un logiciel. On voulait valoriser un savoir-faire, mais ça n'existait pas en tant que tel, ce modèle-là de valorisation d'un savoir-faire. Donc j'ai dû démissionner pour lancer ce projet. Et donc, mais on a quand même cherché beaucoup de solutions avant avec INRIA et avec la cellule valorisation de l'université Antoine Bouteilly. Et du coup, avec un lien toujours très étroit avec les équipes de recherche, d'aller-retour. Bien sûr, donc on continue ce lien. Donc, donc on est en partenariat avec l'équipe de recherche. Donc on essaie de construire maintenant dans le cadre des avancées sur le code de la recherche, avec la possibilité pour des chercheurs de venir rejoindre des entreprises existantes, des startups existantes. Donc on essaie de creuser cet aspect-là. Dans l'intérim, on a déjà évidemment des stagiaires qui viennent de l'université, on embauche des gens qui sortent de l'université. Donc, et on travaille aussi en collaboration sur tout un projet open source. Donc en plus d'être accompagné par Unitech, qui nous a bien aidé dans toute la formation de toute notre équipe. On a aussi un accompagnement par la banquise qui s'occupe plus particulièrement des projets qui développent des solutions en open source. Peut-être effectivement pour ceux qui ne connaissent pas la structure, donc c'est une structure qui s'appelle La Banquise et qui dépend du cluster Nouvelle-Aquitaine Open Source. Donc comme le disait effectivement François, il y a notamment un gros volet qui est logiciel, notamment open source dans le projet Atoptima. Donc, qui facilite la collaboration avec nos partenaires industriels. Et donc, on a des contrats aussi avec les académiques. Donc, de notre équipe de recherche était issue une équipe associée au Brésil avec laquelle on a déjà passé des contrats de collaboration. Et on s'apprête à continuer dans la même optique avec l'Université de Bordeaux. Donc, sur les accompagnements, puisque tu demandais... Peut-être tu as parlé des accompagnements. Je vais peut-être te demander aussi, je sais que vous avez été lauréat du concours iLab l'an dernier. Est-ce que tu peux parler un peu des financements peut-être que vous avez pu mobiliser donc pour le démarrage d'Atoptima? Ça intéresse peut-être les personnes qui sont dans la phase de création, savoir quel financement vous avez pu mobiliser pour financer ce démarrage.
Alors, grâce à la banquise et au projet open source, on a été mis en contact avec la région Nouvelle-Aquitaine qui a financé ce projet de développement technologique au début sur l'open source. Puis ensuite, on a bénéficié, donc on a été classé au niveau national en 2020 au concours ILAM. Et sur cette base, on a eu la bienveillance de la BPI avec Constance Fingonnet qui a regardé, examiné de près un concours pour la bourse French Tech. Donc on a une bourse French Tech qui nous a permis de démarrer le projet iLab dans l'intérim d'une seconde candidature. Il y a la seconde candidature, effectivement, on a été lauréat du projet. Donc là, c'est un gros coup de boost. Et puis ensuite, on continue à construire un projet encore plus ambitieux avec la BPI, donc avec un nouveau mécanisme qui s'appelle l'aide au Deep Tech et qui permet non seulement de financer la R&D, mais aussi l'innovation au sein de l'entreprise. D'accord. Donc tout à l'heure, dans la continuité, en fait, cet après-midi, il y aura notamment un workshop sur les financements. Donc on voit bien effectivement par les témoignages la région Nouvelle-Aquitaine qui peut intervenir sur des dispositifs qui s'appellent prototypage numérique, mais aussi sur des aides à l'innovation, des aides à l'amorçage que vous avez pu les uns les autres mobiliser sur votre projet. Donc de BPI France qui intervient sur des phases notamment anté-création dans le cadre du concours iLab, mais aussi dans le cadre de Bourse French Tech ou Bourse French Tech Émergence pour des premières aides, comme a pu être mobilisé par les uns et les autres. Et donc après, effectivement, des aides à l'innovation et une toute nouvelle aide qui permet de soutenir les projets Deep Tech. Je voudrais préciser aussi qu'il y a aussi la French Tech qui nous a aidés indirectement en organisant Meet ton VP. Là, donc, Ouais. c'est grâce à cet événement qu'on a pu rencontrer notre venture capitalist et donc on a réalisé une levée de fonds qui était en sorte le cofinancement de toutes ces aides publiques. D'accord. Donc François effectivement évoque tous les mois, je crois, il y a effectivement des événements organisés par Bordeaux French Tech qui s'appellent Meet Your VC et qui permettent de rencontrer des investisseurs, ce qui a permis notamment pour Atoptima de lever des fonds. Et donc voilà ce que disait tout à l'heure Anna, peut-être aussi sur la partie levée de fonds, l'importance de la levée de fonds. Peut-être je vais aussi rebondir sur la partie levée de fonds, peut-être et demander à Anna peut-être effectivement quels sont les critères principaux de réussite d'un projet et aussi, vu qu'on en a parlé aussi, qui déclenche en fait l'investissement de la part de financeurs en amorçage. Quels sont les retours que vous pourriez faire sur ce volet équipe et puis également levée de fonds par exemple? Pour pouvoir réussir votre levée de fonds, je pense qu'il faut travailler beaucoup, notamment sur votre stratégie, sur les accès au marché, parce que pour nous, c'est une des travaux qu'on a dû faire et ça posait plus de problèmes parce que la technologie, de sa part, elle était une technologie polyvalente qui pouvait s'appliquer dans les différents domaines. Et donc, on a identifié 9 segments des marchés, mais pour faire une levée de fonds, ça reste encore très vaste et donc on a dû retravailler à nouveau pour pouvoir mieux cibler notre développement. Donc, on a dû chercher les différents modèles, qu'est-ce qu'on va proposer aux industriels, mais aussi de comprendre à quelles problématiques on va répondre et également sous quel format. Un des conseils que je pourrais aussi donner par rapport aux levées de fonds, c'est que quand vous faites votre business model, soyez proche des industriels. Comprenez mieux leurs besoins. Parce qu'aujourd'hui, grâce à la compréhension de leur marché, vous pouvez répondre avec une demande assez pertinente. Parce que pour nous, au début, quand on a proposé la solution, les industriels disaient que oui, ça peut être intéressant, mais derrière, il n'y avait pas aboutissement plus concret. Et donc, en travaillant ce modèle, vous pouvez peut-être mieux proposer et être pertinent. Parce qu'en tant qu'un chercheur, ce qu'on cherche parfois à faire, c'est de développer une technologie très puissante qui va avoir certains niveaux de complexité très élevés. Mais en discutant avec industriel, on se rend compte qu'au final, industriel, ce qu'il veut, c'est uniquement 10% de votre innovation. Et donc, il ne faut pas perdre le temps, mais essayer déjà de collaborer dès maintenant avec industriel pour comprendre comment votre technologie va être appliquée et surtout quelles contraintes derrière, notamment d'intégration, et ça va être apporté. Et un autre point qui est très important, notamment qui a été levé plusieurs fois durant le levée de fonds, c'est une équipe. Parce que pendant les premières levées de fonds, ce qu'ils vont regarder les investisseurs, c'est plutôt l'équipe. Ils vont investir en vous. Ils vont regarder est-ce que les personnes qui aujourd'hui ils ont pouvoir, ils sont capables d'amener le projet le plus loin possible. Et un des forces de THCT, c'était qu'on a une équipe polyvalente. Donc on est 2 fondateurs, moi-même qui sur l'aspect technique et Mehdi Lafette sur l'aspect commercial. Et donc on a pu couvrir tous les larges aspects des problèmes qu'on a pu rencontrer au début. Et c'est quelque chose qui était plusieurs fois souligné par les personnes avec qui on a discuté, à la fois les investisseurs, mais également industriels. Merci Anna. On voit bien ici effectivement l'importance notamment de l'équipe fondatrice
et on voit bien aussi dans tout ce qui a été dit aussi par Emmanuel et puis par François, de la complémentarité en fait de l'équipe au démarrage, et qui est souvent un critère important à la fois pour des investisseurs mais aussi pour des fonds publics. Et puis autrement, je retiens aussi ce que dit Anna, c'est vrai qu'on parle des financements publics qui permettent de favoriser l'innovation au démarrage, mais il ne faut pas oublier que l'argent, c'est l'argent des clients, hein, c'est l'argent du chiffre d'affaires, et c'est effectivement la capacité à court terme d'aller chercher du chiffre d'affaires en répondant à un besoin opérationnel qui permet effectivement de financer le démarrage de la société aussi. Peut-être pour rebondir, Emmanuel, par rapport à ce qui a été dit par Anna, sur la partie démarrage d'activité, donc on a parlé tout à l'heure de la complémentarité avec Negib. Est-ce que tu peux dire quelques mots sur ce qu'est Rebrain actuellement, combien de personnes, quelles sont les perspectives, et continuer effectivement à témoigner et à donner des conseils aux futurs créateurs d'entreprises de ton retour d'expérience de ces premières années de ton activité? Alors Rebrain aujourd'hui, c'est une entreprise qui a été créée il n'y a pas longtemps, puisqu'elle a été créée le 4 janvier 2021, donc il y a moins d'1 an. Et pourquoi elle a été créée en janvier 2021? Parce qu'on avait une urgence à faire un marquage réglementaire. Vous savez que les dispositifs médicaux doivent répondre à des normes et être marqués, notamment CE ou FDA pour les États-Unis. Et donc il y avait une deadline qui était au mois de mai. Il fallait qu'on crée en urgence pour pouvoir marquer avant le mois de mai, ce qu'on a fait. Et puis, depuis, on se développe. On est aujourd'hui 5 personnes dans la société. Et on prévoit un développement, on prévoit de passer à 9 d'ici fin 2022. Moi, je suis dans une situation un peu particulière parce que j'ai créé ce produit pour moi. Parce que j'en avais besoin pour opérer mes patients. Et je continue à l'utiliser pour opérer mes patients. Et donc, on est dans un développement aujourd'hui où on a une vingtaine de centres dans le monde qui testent notre solution, qui seront nos clients, nos futurs clients. Avec maintenant, on en est au stade où d'ici quelques semaines, on devra avoir nos premiers clients payants. Et donc, le développement qui se poursuit. Donc là, ce qu'Emmanuel met en avant, c'est un point qu'il ne faut surtout pas sous-estimer au démarrage, c'est l'aspect réglementaire. Hein, parce qu'on voit bien, quand on parle de chiffre d'affaires, d'accès au marché, il faut bien prendre en compte les aspects réglementaires dans l'accès au marché, ce qui est un point effectivement que Rebrain a pris en compte assez rapidement et sur lequel effectivement vous travaillez même sur potentiellement à court terme un marquage FDA pour pouvoir attaquer le marché américain à court terme. En fait, le premier employé, le premier collaborateur qu'on a embauché pour Rebrain, c'est un ingénieur réglementaire. Ce n'est pas un mathématicien, ce n'est pas un neurochirurgien, ce n'est pas un business developer. C'est un ingénieur réglementaire. Si vous travaillez dans le dispositif médical ou le médicament, ce n'est pas possible de faire quoi que ce soit sans avoir quelqu'un qui connaisse ça parfaitement, ne serait-ce que pour structurer la société d'emblée dans ce qu'on appelle le management de la qualité, etc., pour obtenir des normes. Vous ne pouvez pas vendre à l'international un produit si votre entreprise n'a pas une norme particulière qu'on appelle la 13485, peu importe, mais vous ne pouvez pas développer une structure qui travaille dans le monde de la santé si elle n'est pas réglementairement bien montée. Et pour ça, il faut des moyens. Et notre premier collaborateur, c'est Thomas Koch. Thomas Koch est ingénieur réglementaire. Merci Emmanuel. Peut-être pour rebondir, François, sur la partie accès au marché, chiffre d'affaires, peux-tu aussi dire quelques mots sur du coup Atoptima? C'est combien de personnes aujourd'hui? Quel type de clients? Et puis voilà, quels sont les premiers recrutements que vous avez pu réaliser aussi au sein de Atoptima? Donc on a démarré à 4 et maintenant on s'approche de la dizaine. En janvier, on devrait être 10. Donc c'est la levée de fonds qui nous a boosté pour faire les recrutements qu'on souhaitait faire. Et donc on a la chance d'avoir des personnes de très grande qualité qui se présentent. C'est-à-dire que maintenant les jeunes sont assez motivés par la finalité du travail qu'ils font. Donc entre développer une application à finalité... Enfin, en tout cas, nous, on a la chance d'être dans une thématique de protection de l'environnement, de faire plus avec moins, c'est-à-dire d'être éco-responsable, tout ça. Donc, ça attire des bons profils chez nous. Donc, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, la nécessité pour avancer avoir du chiffre d'affaires dès ses débuts de ça, il y a quand même aussi un jeu d'équilibriste important parce que dans la deep tech, pour mettre en place toutes ces technologies très complexes,
il faut un certain temps. C'est des choses qui se comprennent bien quand on développe un vaccin ou quoi, qu'il faudra 2 ans pour le développer avant de pouvoir le mettre sur le marché. Dans notre domaine, c'est plus difficile à faire comprendre aux investisseurs que ça fait 25 ans qu'on développe ça en recherche et ça ne va pas être des produits logiciels qui sont directement utilisables en un jour. Donc il faut avancer, à la fois avoir déjà des produits logiciels qui font beaucoup mieux que ce qui existe sur le marché, commercialiser cela tout en continuant à développer les autres en parallèle. Et c'est peut-être que dans 1 an ou 2 qu'on sera au top de ce qu'on était en recherche, ce qu'on avait développé en recherche pendant ces 25 dernières années. Et même, il y a des choses qu'on développe au sein de l'entreprise qu'on n'avait pas en recherche. Donc, on va aller beaucoup plus loin. Mais ça prend du temps. Et donc, on a déjà, par contre, des clients qui viennent parce qu'on s'est focalisé sur finalement tout ce qui n'était pas traité par les applications existantes, donc tout ce qui n'est pas disponible above the shelf, donc plutôt les variantes les plus complexes des problèmes. Et donc, ça va chercher dans différents domaines. On a un client en télécom pour l'optimisation des contrats. On a un client qui s'occupe du transport par ambulance, organiser le transport par ambulance pour faire réduire les coûts de la Sécu. On a d'autres qui nous ont consultés pour des problèmes de réorganisation du trafic aérien dans la période de Covid. Donc des applications assez variées. On fait bien sûr de la logistique, on fait aussi de l'intralogistique, la préparation de colis dans les entrepôts. Donc c'est des domaines d'application assez variés. Donc c'est assez excitant, entre guillemets, de toucher à beaucoup de choses comme ça, mais toujours avec la même technologie sous-jacente. D'accord. Merci. En tout cas, l'idée, c'était vraiment, après effectivement cette diversité de technologies issues des laboratoires, c'était aussi de montrer effectivement la diversité d'acteurs qui peuvent vous accompagner en fait dans cette démarche. Donc surtout, le mot-clé, c'est faites-vous accompagner dans votre création d'entreprise. Il y a son d'acteurs qui sont là dans la salle aujourd'hui, que ce soit effectivement les structures notamment d'incubation alliées à l'INRIA Startup Studio ou alors à la SAT Aquitaine Sciences Faire. Après, les technopoles comme Unitech, comme Bordeaux Techno-West qui peuvent effectivement prendre le relais et les différents acteurs du financement. Donc voilà, donc les conseils qu'on peut donner effectivement sur le démarrage, on a bien vu l'importance justement du sujet à la fois technique mais aussi d'études de marché pour accueillir, pour adresser un marché, prioriser ces marchés. On l'a vu aussi avec Emmanuel sur la partie réglementaire. Sur la partie aussi recrutement d'équipes et de salariés pour démarrer. Donc voilà, le maître mot, c'est vraiment de vous faire accompagner pour le démarrage. Maintenant, effectivement, je vais repasser la parole à Anna, peut-être pour donner aussi des perspectives de développement sur Touch Syncity. Et puis aussi peut-être quelques conseils ou quelques bonnes pratiques que vous pourriez partager avec les chercheurs ou les docteurs qui souhaitent créer leur entreprise. Concernant les perspectives chez THCT, comme j'ai dit, aujourd'hui on est 9 et on est en train de recruter 4 personnes, donc 3 personnes notamment ingénieurs-docteurs. Donc s'il y a des ingénieurs en mathématiques, système embarqué, n'hésitez pas à nous contacter. Le message est passé. C'est ça. Et donc on prévoit également un deuxième levée de fonds en 2022, au début de 2023 pour pouvoir accélérer. Parce qu'aujourd'hui on est avec les quarantaines prospects en cours de discussion pour pouvoir appliquer notre technologie dans les domaines aéronautiques, spatial, ferroviaire et automobile. Et donc on a besoin des fonds de roulement pour pouvoir assurer tous ces projets. Et donc, TouchCity également continuer à travailler sur sa proposition de valeur pour mieux cibler le marché et proposer une solution plus adaptée aux besoins industriels. D'accord, merci. Peut-être Emmanuel, même question sur les conseils à apporter, les bonnes pratiques, les erreurs à éviter. Qu'est-ce qu'on pourrait partager avec les personnes qui sont Moi, ce que je dirais d'abord, c'est il faut avoir envie. Si vous avez envie, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Voilà. Deuxième chose, il faut avoir bien conscience que c'est une aventure et ce n'est pas qu'une aventure personnelle, c'est aussi une aventure familiale. Ça prend du temps et donc il faut un peu réfléchir à ça. Et pour le coup, en étant accompagné, on réfléchit beaucoup. Et puis troisièmement, moi, ça me sert beaucoup et ça me sert encore beaucoup. Il y en a déjà d'autres avant vous qui ont créé des startups et des startups qui marchent. N'hésitez pas à les appeler, à leur demander conseil. Moi, j'ai un carnet d'adresses avec tout un tas de présidents de start-up que je contacte régulièrement. Encore tout à l'heure, j'ai croisé Jean-Luc Treilloux. Je lui ai tombé dessus en disant « Je t'appelle là cette semaine, j'ai une question à te poser, je ne sais pas quoi faire. » Il n'y a pas de problème et c'est très utile. Donc, l'écosystème, c'est ceux qui vous accompagnent, mais c'est aussi les autres. Moi, j'ai fait une formation, parce que je ne connaissais rien en business, j'ai fait une formation à HEC. On était une vingtaine de startups sélectionnées.
on est toujours en contact en permanence pour échanger nos expériences et on apprend beaucoup de ça aussi. Donc il ne faut pas hésiter, il ne faut vraiment pas hésiter. Merci Emmanuel. François, peut-être conseil, bonne pratique à dupliquer, erreur à ne pas faire au démarrage qu'on pourrait partager avec l'assistance? Bon, je n'ai pas la prétention de dire la vérité, mais en tout cas, ce que je pourrais, en termes de partager mon expérience, je dirais, n'attendez pas l'alignement des astres pour y aller, foncez. Il faut vraiment, il faut pas retarder le projet parce que tout se met pas comme il faut au début. Et en fait, globalement, on bénéficie d'un environnement très bienveillant. Il y a beaucoup de structures qui pourront vous aider. Et s'il y a quelque chose qui ne s'est pas mis, il y a autre chose qui se mettra plus tard. Donc, allez-y, ça va le faire. Donc, il faut consacrer votre énergie à ce qui fait avancer le projet et pas regarder les obstacles, et passer outre les obstacles. Concernant les conseils, je rejoins tout à fait tous ces conseils parce que c'est vrai, chez THCT, on a vécu à peu près la même chose. C'est vrai que c'est une aventure très fatigante, mais très enrichissante et très challengeant. Entourez-vous des bonnes personnes et n'hésitez pas surtout à demander les conseils parce que notamment l'exemple que je vous donnais concernant que les capitaux propres et qui vont permettre de déclencher certains leviers de financement par la suite, on a pu apprendre grâce à la rencontre des différentes sociétés en amont qu'on était encore en projet. Donc on a allé dans différentes rencontres industrielles, on a posé les questions pareilles, même question, quelle erreur de ne pas faire. Et donc chacun a exprimé ses problématiques, mais en fonction de votre stratégie où vous voulez aller, quel type d'entrepreneur vous allez prendre, il y a des bonnes pratiques quand même à adapter dès le départ parce que ça peut changer pas mal de choses et surtout n'hésitez pas à changer, c'est-à-dire que si vous avez emprunté un chemin et au final si vous vous rendez compte, soyez flexible, n'ayez pas peur d'apprendre quelque chose à nouveau et ça va complètement apporter une nouvelle vision de votre société et surtout une nouvelle vision comment vous allez aborder les problématiques. Merci. Alors, Rana m'avait demandé de laisser un petit peu de temps pour des questions, peut-être. Je ne sais pas s'il y a des questions peut-être dans la salle de personnes qui souhaiteraient effectivement mobiliser Emmanuel ou François ou Anna. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour cette table ronde très enrichissante. Désolé, je pose beaucoup de questions en ce moment. Du coup, n'hésitez pas non plus à pas me donner le micro. Il n'y a pas de souci. Moi, c'était juste par rapport à Rebrain. Donc, justement, en tant que chirurgien, comment vous avez réussi à conjuguer votre métier de chirurgien avec votre métier de start-upper, avec la formation à l'HEC, avec ci, avec ça, parce que il n'y a que 24 heures dans une journée. Et comment vous faites pour vous organiser? Alors d'abord, moi j'ai un statut particulier et aujourd'hui je suis en délégation, je suis à mi-temps de l'université et de l'hôpital. La deuxième chose, c'est que oui, j'ai dû prendre des décisions. Moi, j'étais chef de service, chef de pôle, beaucoup de responsabilités institutionnelles, président des neurochirurgiens français, enfin bon, bref. J'ai tout arrêté. Okay. J'ai absolument tout arrêté. Je n'ai plus aucune responsabilité institutionnelle pour pouvoir me concentrer à Rebrain. Et donc, mais je garde une activité clinique et une activité universitaire. Parce que ça a du sens pour Rebrain que je continue à opérer ces patients-là avec la technologie que je développe. Et ça me donne une position vis-à-vis des autres centres neurochirurgicaux avec qui je discute. C'est mes collègues, quoi. D'abord, on les connaît tous parce qu'on n'est pas très nombreux. Et donc, de ce côté-là, ça a du sens. Mais quand je disais tout à l'heure que c'est une aventure personnelle et familiale, et oui, il faut bien réfléchir. C'est sûr qu'on ne pourra pas faire tout, hein. Et donc, il faut bien réfléchir à ce qu'on veut faire et savoir où est-ce qu'on va pouvoir récupérer du temps. Mais si vous vous dites, c'est génial, je vais créer ma start-up, et puis en même temps, je vais continuer à faire mes recherches, et puis en même temps, j'espère avoir un poste à l'université, ça ne va pas le faire. Il va falloir faire des choix. C'est vrai. Okay. Merci. Peut-être d'autres questions? Oui, donc du coup, en fait, j'ai cru entendre que vous avez parlé d'un brevet. Et ma question, c'est comment avez-vous breveté un logiciel? Parce que pour moi, c'est quelque chose qui est assez complexe. En fait, l'un ou l'autre, hein, c'est... Alors là, on est en dehors du scope un peu de la table ronde, hein, mais d'ailleurs, il y a une table ronde qui va suivre sur la stratégie de propriété intellectuelle
qui va traiter effectivement ce sujet. Ce que je peux dire, moi, ouais, je vais répondre. Il y a possibilité effectivement de breveter des sujets en fait logiciels dès lors que c'est appliqué en fait à du hardware. Et donc on peut très bien effectivement breveter des sujets d'intelligence artificielle qui est en fait un ensemble de process pour traiter des images par exemple. Et tout ça, ça fait l'objet de brevets. Hein, donc c'est tout à fait possible. Voilà. Après, il y a aussi un volet qui peut être open source. On voit bien avec Toptima où il y a une partie en fait qui est open source et une partie en fait qui va être propriétaire. Donc voilà, donc il y a plein de stratégies possibles pour protéger des sujets logiciels, et y compris par le brevet. Hein, mais c'est hors en tout cas de mon champ de compétences ici. Je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir sur le sujet. C'est juste un mot. En fait, ce que vous soulevez comme problématique, c'est la problématique de la propriété intellectuelle quand on crée une start-up. C'est absolument fondamental. Comme l'est l'ingénierie financière pour financer sa start-up, comme est le problème des RH, la propriété intellectuelle, c'est absolument fondamental. Mais encore une fois, on est accompagné, parce que moi, honnêtement, j'y connaissais rien. D'accord ? Et on est accompagné comme pour le reste. Voilà, peut-être d'autres sujets qui souhaitent être évoqués ou personne dans la salle peut-être. Peut-être alors, on peut juste peut-être donner la parole à chacun, un mot de conclusion pour clôturer effectivement la table ronde. Peut-être, je vais commencer par François peut-être. La conclusion, c'est qu'on a quand même beaucoup de chance de vivre dans un environnement qui est là pour nous aider dans tous ces projets, parce que qui sont des projets très demandants. Et si on n'avait pas eu cet environnement, on ne serait peut-être pas arrivé de la façon dont on y est arrivé. Donc, merci au système. Emmanuel, peut-être pour conclure. Pour conclure, si vous voulez le faire, c'est une décision personnelle que vous devez prendre et vous ne devez pas écouter les gens qui vont vous dire que c'est trop compliqué. Par contre, si vous décidez de le faire, à partir de là, il va falloir beaucoup écouter beaucoup de monde, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Mais la décision de créer une start-up et d'aller vers le développement économique de votre idée, c'est vraiment une décision personnelle, parce que ça a des conséquences majeures sur toute votre organisation de vie. C'est vraiment une décision personnelle, mais après, vous allez avoir besoin d'être beaucoup accompagné. Et du coup, je laisse le mot de la fin à Anna, du coup. Je suis complètement d'accord, c'est-à-dire n'hésitez pas à lancer dans cette aventure, c'est quelque chose qui vous tente. Soyez prêts que ça va être pas facile, mais c'est quelque chose qui va enrichir votre vie et apporter des choses que peut-être vous n'avez jamais vues auparavant. N'ayez pas peur de demander l'aide et surtout entourez-vous des bien personnes qui vont vous aider à soulever toutes les difficultés que vous allez avoir. Merci.